Salut, on se retrouve pour un 5 avec Roxy. Ce sera un bilan culturel comme toujours. On commence par les livres, après c'est les films et enfin c'est les séries. Celui qui mérite le détour, c'est Blood and Guts in High School, qui est sang et stupre en français. Alors, première chose, je ne sais pas si il est toujours disponible en français, je crois pas parce que je suis allée dans ma librairie. Je pense que s'il y a un bon niveau B1, ça se lit. On parle de une jeune fille, ouais, elle est jeune, elle doit avoir entre 12 et 14 ans. Elle a une relation incestueuse avec son père et elle part aux USA pour aller normalement étudier. Et là-bas, elle va se découvrir une vie totalement punk à New York. Elle va vivre dans un endroit hyper dégueulasse. C'était à l'époque des années 70 à New York, donc c'était un peu, comme j'en parlais au-delà de l'avenue D, c'était un peu le bordel. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans un truc qui est un peu plus compliqué. Faut savoir que Cathy Hacker, comme je l'ai dit, c'est un genre, elle fait de la méta, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, de la littérature méta, c'est un truc du genre. Et c'est-à-dire que déjà, en tant que lecteur, on sait toujours qu'on est dans une fiction. Il n'y a pas de jeu, elle peut passer d'ailleurs de la première personne du singulier à la troisième, du tac au tac, parfois dans la même phrase. Elle va commencer à mettre en gras, commencer à faire des poèmes, tout d'un coup, sortis de nulle part. Elle va reprendre des œuvres qu'elle adore et elle va les plagier en les réécrivant à son époque. Et elle perd grave le lecteur. Mais ce que j'aime avec elle, c'est que elle le perd, mais quand elle a envie de dire ses idées politiques, qui sont très importantes parce que, je le rappelle, c'est quand même une grande essayiste féministe, elle arrive à recentrer le lecteur dessus, elle reprend souvent la première personne et on comprend du tac au tac. Elle va faire des paragraphes très courts, mais c'est hyper compréhensible. Et je l'adore, il y a tout un moment à la fin où moi je l'ai bouffé la fin parce qu'elle rencontre Jean Genet. Je sais pas du tout si dans la vérité ils sont rencontrés, mais elle rencontre Jean Genet quand elle est au Maroc. Elle part avec lui et elle commence à partir dans des fantasmes avec le président Carter. Et c'est assez dingue ce moment-là. À un moment, elle dit de toute façon, les livres que vous avez entre les mains, c'est pas des œuvres d'art, ce n'est pas des choses écrites par des gens qui ont forcément envie d'écrire ou qui écrivent pour la beauté du mot. C'est surtout ce que des hommes d'affaires ont décidé qu'ils pouvaient se vendre. Et c'est toujours le cas. Ça, par contre, c'est un livre qu'il faut avoir, c'est un livre qu'il faut lire. Je suis en train de repenser un peu au mec que je regarde en ce moment et je me dis, là là, c'est la déconstruction du beau pour le laid et le contemporain. Je pense que je suis un exemple, rien que mon maquillage, c'est un exemple de merde. D'art contemporain raté, en plus. Pas subventionné, hein. Bref, rien à voir. Donc ça, absolument, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Là, on passe directement au film. Le premier film dont je vais parler, par contre, en vrai, c'est Terreur dans la nuit, si je me trompe pas, qui est avec Elizabeth Taylor, qui est sorti en 1973. C'est un film hyper Hitchcockien. On va suivre donc le personnage principal qui est joué par Elizabeth Taylor, qui va assister à un crime dans la maison mitoyenne à la sienne. Personne ne va la croire. Tout le monde va lui dire qu'elle est arrivée parce qu'il n'y a rien du tout. La police d'ailleurs ils vont rien voir. Il y a des effets qui ont un peu mal vieilli, mais c'est pas grave. De toute façon, si on se lance dans un film des années 70-80, on sait très bien dans quoi on tombe. On n'est pas bête, on sait qu'on va pas regarder un film qui va avoir des effets spéciaux des années 2000. S'il te plaît, si tu fais ça, casse-toi, genre ça sert à rien. Il y a des moments où c'est longué. Ouais, pour le twist de la fin, je pense que ouais, c'était obligé. On pouvait pas couper ce moment-là. Super bien, il est sur la plateforme Shadows. Première petite découverte, ça m'a fait penser énormément à Vertigo d'ailleurs. Mais peut-être que Vertigo, je l'ai pas assez bien compris. Le troisième et le quatrième film, ils sont un peu liés parce que c'est des films que j'ai vus coup sur coup. Donc c'est Wedding Nightmare qui est sorti en 2019 ou 2020. Le troisième et le quatrième je parle après, c'est The Hunt 2020. Donc le premier c'est Wedding Nightmare qui est sorti en 2019 ou 2020. C'est hyper simple comme sujet. On arrive le jour d'un mariage,
On va suivre la mariée qui vient pas du tout du même milieu que son mari, elle va se marier dans une famille qui est immensément riche, elle fait sa fortune sur des jeux de société. Et son mari l'a pas mise au courant que quand il y a quelqu'un qui rentre dans la famille d'extérieur, on lui fait jouer un jeu. Elle demande un peu aux gens donc extérieurs qui sont rentrés, c'est jeu de loi, les échecs, tout ça. Donc elle se dit ah ok tranquille, ils disent en plus t'as pas besoin de gagner, t'inquiète, c'est tant que tu joues c'est bon. Ce qu'il lui a pas dit c'est que il y a un des jeux c'est cache-cache, et cache-cache c'est pas un cache-cache où on doit te trouver, où on doit pas te trouver pendant une nuit, c'est vraiment on doit te tuer. D'ailleurs je vous mets en description la vidéo de Demoiselle d'horreur qui l'explique beaucoup mieux que moi, genre toute cette question de classe, toutes ces sections de lutte, parce qu'en fait on va savoir que l'héroïne elle a pas du tout de famille et elle essaie de faire re-rentrer son mari dans sa propre famille parce qu'elle elle en veut une de famille, or que lui il a essayé de mettre de l'espace entre eux deux. L'actrice est super, je me souviens plus de son nom parce que je me souviens jamais du nom. Ces trois acteurs je les ai pas trop kiffés, mais il y a quand même un humour noir qui est hyper bien foutu. J'ai vraiment, ouais non, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment passé une soirée hyper sympa. Je l'ai vu avec mon père qui l'a aussi kiffé, qui est pas du tout de la même génération que moi. Donc comme quoi, c'est un film qu'on peut grave regarder si ça dérange pas un peu. C'est pas si gore que ça, mais il y a quand même quelques scènes un peu horrifiques, tout ça. Donc, le deuxième film donc, que j'ai regardé le lendemain, c'était The Hunt. The Hunt, ça fait très longtemps que j'ai envie de le voir. Faut savoir que ça a été une campagne très compliquée pour eux. Parce que The Hunt il est sorti juste avant le confinement en Europe. En fait, on sait pas vraiment qui on suit au départ. Ah non. Comment je peux dire ça? C'est compliqué. Il y a d'un côté le politiquement correct et de l'autre côté des extrêmes droites, des mecs qui croient pas par exemple au réchauffement climatique, tout ça. Et il va y avoir une grande chasse à l'homme, c'est-à-dire que les très riches, politiquement corrects soi-disant, inventent cette chasse à l'homme parce qu'ils ont été traités sur les réseaux sociaux. On peut pas parler de ce film sans spoiler. La scène d'ouverture est magnifique parce qu'on va suivre donc ceux qui sont chassés, les uns après les autres, en croyant ouais bah c'est elle en fait l'héroïne, ah non c'est lui en fait. Et on va jamais savoir jusqu'au moment où une meuf. Et elle va tous les buter, un à un, jusqu'à la boss finale. Celle qui survit, c'est celle qui parle le moins de ses idées politiques. D'ailleurs, ils vont s'apercevoir qu'ils ont pris la mauvaise personne, parce qu'ils les avaient huntés, en fait, les gens, avant de les faire venir, savoir si c'était d'extrême droite, s'ils méritaient de mourir, entre guillemets. Et elle, on ne sait pas qui elle est. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'ils se sont trompés de personne, que c'était pas du tout la Cristal qu'ils voulaient. Et que elle a fait l'Irak. Donc c'est pas n'importe quoi, tu vois, la meuf. Aussi, on a un moment, un glimpse un peu de ce qu'elle pense vraiment de la morale. Elle va raconter la fable du lièvre et de la tortue, mais d'une manière un peu remasterisée. C'est-à-dire qu'à la fin, au lieu que le lièvre rentre tout seul en se disant « Merde, j'ai perdu, la tortue était tellement plus maligne que moi », que se sachant plus fort et plus distingué que la tortue, il rentre chez lui, il prend une hache, si je me souviens bien, dans l'histoire qu'elle raconte, et il va, pour tuer toute la famille de la tortue devant elle, tuer la tortue, et après manger son repas. Et moi j'étais là, je comprenais pas. J'ai fait voir ce film à mon père, genre le lendemain soir, et il m'a expliqué mais non mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de morale. C'est que ça n'existe pas la morale, parce qu'on nous fait toujours croire dans les fables quand on est petit qu'il y a vraiment une morale, qu'en fait faut pas partir en premier, il faut partir à point, enfin je sais plus quoi, enfin genre tout ce genre de conneries à la con, et qu'en fait ça marche pas comme ça. Quand on est le meilleur, on est toujours le meilleur. Et on n'accepte pas forcément la défaite, il n'y a pas de morale. Quand on sait qu'on est bon, c'est pas parce qu'on perd une fois qu'on va se laisser faire, rentrer chez soi et se dire merde et tomber en dépression. C'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai adoré ce moment-là, en fait, je suis revenue dessus, j'ai fait tellement logique, genre on grandit avec ces fables et au final c'est pas du tout ce qui marche. J'ai adoré aussi, il y a un moment où les politiquement corrects se demandent s'ils méritent de mourir parce qu'ils sont d'extrême droite. Donc oui, ils méritent de mourir pour eux. Donc ils font de la chasse à l'homme de gens d'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de
des maires des USA autour de ces films, c'est parce qu'ils ont utilisé le mot déplorable, qui était le mot que Hillary Clinton avait utilisé pour parler des électeurs de Trump. Et Trump voulait pas que ça sorte, ce film, parce que il disait que ça foutait la merde entre son électeur et les gens qui ont de l'argent, donc un peu lui contre les gens qui ont voté pour lui. Donc c'était très très compliqué. Là-bas c'était un peu tendax niveau politique, mais en Europe nous on l'a pris vraiment comme ah non ils veulent pas le sortir parce que c'est trop gore ou des trucs comme ça. Pas du tout, allez-y, c'est un peu à la... D'ailleurs à la fin il y a un truc un peu à la Kill Bill, ça fait grave du bien. Et donc il y a un moment où j'ai adoré parce que ça renverse grave les rôles, c'est que Crystal elle va dire à une meuf qui fait partie donc des politiquement corrects, est-ce que tu penses que tu dois vivre parce que t'es une meuf? Et elle est accompagnée encore d'un mec qui a été enlevé avec elle. Et le mec il dit mais si, oui c'est une femme, il faut pas la tuer. Meuf elle répond non et Crystal la bute. Ce qui est totalement normal. Non j'ai adoré, franchement ce film est absolument à voir, c'est une pépite. Peut-être que c'est celui qui en dit le moins, qui en fait s'en sort le plus. C'est bête de dire ça comme ça c'est une morale de grosse débile de fable. Mais dans ce film on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'en fout en vrai. Elle s'en bat les reins, elle veut vivre sa vie, être tranquille et puis juste qu'on arrête de l'emmerder. Et en plus elle est archi entraînée, donc c'est énervé. Et le combat final est, comme j'ai dit, il est grave beau, il est épique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça et que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai bien aimé parce que ça reprend plein de plans à la Tarantino. Mais il y a aussi tout un passage Enfin, ils font un travelling sur des glaces, donc on ne les voit pas du tout en gros plan, ce qui m'a fait grave du bien. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu l'impression de revoir un peu un héritage de Old Boy. Mais d'un côté, Tarantino était fan de Old Boy, donc... on peut le voir comme un héritage qui est arrivé à Tarantino, qui est arrivé après à tous les réalisateurs américains. J'ai regardé un film que je vais en parler très vite fait, c'est The Florida Project, je l'ai regardé sur OCS mais c'est plus valable, je sais pas quand ça va être valable sur OCS par contre, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Ça parle d'un fait de société qui donc, se passe vraiment beaucoup en Floride, où il y a beaucoup de familles qui habitent dans des motels parce qu'ils peuvent pas se payer d'appartement. Et ça va rentrer dans la vie surtout des gamins de ces femmes et de ces hommes. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça... c'est un peu un côté documentaire parce que les deux actrices principales ne sont pas actrices à la base. Et surtout, ça tombe pas dans le glauque. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de réalisateurs qui t'auraient fait mettre ça dans le glauque, genre en mode... elle se drogue, elle fait ci, elle fait ça. Et là, pas du tout, il n'y a aucun moment ce genre de truc. C'est hyper bien écrit, c'est hyper cool. Je sais pas, il a eu une façon de filmer où moi j'ai eu un peu de la nostalgie. De retrouver un peu une Floride humide et où il fait chaud tout le temps. Et ça sointe et genre... t'as chaud pour elle, toi, il fait -5 dehors et t'as quand même chaud en regardant ce film, c'est hyper chelou. Ça me fait penser à New York 7, c'est un peu genre comme Christiane F. C'est une addict de l'héroïne qui a parlé de sa vie à 2 réalisateurs et ils lui ont dit c'est très bien, nous on veut le faire au cinéma et tu vas jouer dedans et tu vas être l'actrice principale, donc en fait tu vas jouer ton propre rôle. Ce film est superbe, je me souviens plus vraiment de la fin, mais tout ce que je sais c'est que j'avais passé un moment qui était dinguissime. C'est ça que j'aime avec ce genre d'histoires qui sont racontées par des personnes qui le vivent vraiment, c'est que ça tombe pas dans le glauque parce que ils ont vécu des choses de glauque et ils en font pas trop parce que c'est déjà dur à voir. Il y a des moments dans The Florida Project où t'es là en mode tu comprends ce qui se passe, hein, je vais pas spoiler mais tu comprends ce qui se passe, t'es là en mode ouais, mais il y a des il y a des réalisateurs, ils t'auraient pas montré ça de cette façon-là. C'est beaucoup mieux que certains films ou livres comme L'Herbe Bleue là. L'Herbe Bleue où au final on a débunké le truc et on a compris que c'était pas du tout une Christiane F qui l'avait écrit. C'était une nana qui voulait expliquer à quel point la drogue c'était de la merde et au lieu de l'expliquer comme la Christiane F où on n'a pas envie de prendre de la drogue dure quand on lit Christiane F, pas du tout, enfin franchement je fais partie des gens qui n'ont pas voulu. Là elle, on a juste l'impression que c'est de la surenchère à chaque fois. Alors que dans Christiane F, il n'y a pas de surenchère parce que c'est déjà assez glauque comme ça et elle sait l'expliquer d'une manière, bon après elle a été aidée par des journalistes à chaque fois dans ses 2 biographies je le rappelle.
Il y a un moment, je m'en souviens, elle parle de quand elle se pique dans les WC de Berlin et qu'il y a un gars qui est hyper connu à Berlin. Il vient dans les toilettes, il monte sur les chiottes et il te chope ta seringue et il se pique lui-même devant toi parce qu'en fait il a même plus d'argent pour se payer ses shoots et il se pique dans... C'est la jugulaire là, ouais je crois. C'est un truc de ouf, hein, genre... Ça, c'est pas le genre d'histoire qui peut être inventée par des mecs qui se droguent pas. Faut le vivre pour raconter ça d'une manière aussi calme, sans rentrer dans le trash, tout en faisant que bah, quand tu le lis, t'es là en mode what? Donc, super film. Je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver, malheureusement. Je mettrai le trailer quelque part, peut-être que vous pouvez le trouver. Ça doit être assez facile. Ah, il m'en reste 4. Bon, je vais les faire quand même. Je vais en parler assez rapidement. Il y a Vivarium. C'est une allégorie totale de la vie de couple. Donc en fait ça va être un couple qui cherche une maison. Ils vont aller dans une petite agence un peu glauque qui va les amener directement dans une banlieue hyper glauque. Et pendant qu'ils sont en train de faire la visite, l'agent se barre, les laisse avec leur voiture. Donc ils se disent bon bah c'est chelou, on va essayer de partir. Et ils se retrouvent enfermés. Et on va leur donner un bébé au bout du 2e ou 3e jour en leur disant si vous l'élevez, on vous laisse partir. Pas du tout, hein, ça va pas. La fin est un peu décevante et j'ai beaucoup aimé, c'est une énorme allégorie de la vie de couple, genre comment en fait on abandonne sa vie pour souvent des gens de l'extérieur. Pour une image de façade. On croit que c'est elle, dans le couple, qui arrive le plus à s'y faire à cette maison et que lui arrive pas parce qu'il essaie de s'enfuir à chaque fois. Mais pas du tout, c'est elle s'y fait pas du tout à cette baraque alors que lui, il s'y fait tout en essayant de s'échapper parce qu'il lui dit « je t'aime tellement qu'en fait, tous les endroits où tu es, c'est chez moi ». Et à ce moment-là, j'étais là en mode « trop mignon ». Et en même temps, c'est tellement faux, moi je serais tellement plus comme elle. Je serais là en mode mais c'est pas chez moi, je veux rentrer chez moi. J'ai aimé beaucoup les moments où ils se perdent, c'est hyper... ouais, c'est quand même hyper claustrophobique, même si on sort de la baraque souvent. Il y a tout plein de plans où elle sort pour suivre son enfant qui d'ailleurs grandit beaucoup trop vite par rapport à la moyenne. Au bout de 100 jours, il a déjà 10 piges le truc. Elle va tourner en rond quand lui il se casse, parce qu'à un moment il se casse. Quand il commence à devenir adulte et elle va tourner en rond pour le suivre et c'est hyper bien fait, vraiment c'est super. Je le conseille, j'ai pas très bien compris les gens pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas aimé. Ils ont trouvé que c'était trop lent, moi j'ai trouvé qu'il y avait une raison encore à cette lenteur. Ah là on va passer quand même... C'est la fille du train. Faut savoir que c'est basé sur un livre qui d'ailleurs est plus compréhensible. C'est l'histoire d'une fille qui est dans un train et qui imagine une vie à une personne qu'elle voit du train dans une maison. C'est mal fait, pourquoi? Parce que déjà de 1, le livre, il faut savoir qu'il est basé à Londres, ce qui est beaucoup plus logique. En Europe, on prend beaucoup plus le train parce que là c'est un TER, hein. C'est pas un métro, sinon elle le verrait pas, la maison. Donc ça paraît logique. De 2, c'est mal fait parce qu'on va suivre 3 personnages. La fille du train, on va suivre celle qu'elle voit et on va suivre la femme qui a volé à la fille du train son mari. Parce qu'après on apprend que la fille du train elle habitait dans la maison voisine à celle dont elle imagine la vie. Et celle dont elle imagine la vie, elle va disparaître. C'est le bourbier, il y a des retours en arrière, tu comprends pas. Genre, à partir de quand en fait il y a le retour en arrière? À partir du moment où est-ce qu'elle s'est échappée? À partir du moment où elle l'a vu pour la première fois? On comprend rien du tout. Ça paraît logique, dès les premières secondes on sait qui a tué moi enfin franchement je savais que c'était ça, enfin genre c'est hyper gonflant, puis je repense à la toxicité de la personne qui l'a tué. Bref, de la merde. Après, j'ai regardé donc un autre film qui est sorti en 2011 qui s'appelle God Bless America, qui était aussi sur OCS. C'est un mec qui passe une journée de merde et qui en plus de ça apprend qu'il va mourir d'un cancer parce qu'il a une tumeur qui est énorme dans le cerveau. Et il va péter un plomb. Il va tuer absolument tous les gens qu'il aime pas. Ce film, il se voulait subversif. Il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont tirer dans les pattes de gens qui se battent pour exactement les mêmes idéologies. Par contre, il y a un moment que j'ai trouvé
hyper subversif et que j'aurais préféré qu'il garde pendant tout le film. Donc il tue un mec d'extrême droite qu'il aime pas et il dit, le mec d'extrême droite fait bah c'est parce que vous êtes pas d'accord avec mes idées de toute façon. Alors que je dis la vérité et le gars il dit non le pire c'est que il y a des idées, je suis plutôt d'accord avec vous. Le mec d'extrême droite sort mais alors pourquoi est-ce que vous allez me tuer? Et Franck il s'appelle, il va répondre moi ce que j'aurais préféré qu'il dise pendant tout le film, il fait parce que vous êtes pas gentil. Et ça j'ai trouvé ça beaucoup plus subversif de dire vous êtes pas gentil, vous êtes juste un méchant, plutôt que on me fasse croire que c'est pour des idéologies et une culture qui se barre en couille qu'on tue tout le monde. Je trouvais ça très moralisateur, très paternaliste, très bête, très petit, très tout en fait, très pourquoi ils essaient de... Enfin pourquoi est-ce qu'il a fait le film en fait. Il a fait le film pour essayer de pointer du doigt des choses et en fait il fait exactement les mêmes erreurs. C'est bon. Dernier film dont j'ai envie de parler, et ça je l'ai adoré, c'est The Lodge, qui est sorti en 2020, si je me trompe pas, oui c'est 2020. Ce film est super, on va suivre en fait des enfants, dont un préadolescent, qui vont devoir vivre pendant 2-3 jours dans le chalet familial, 2 mois après le suicide de leur mère, avec leur nouvelle belle-mère. Sauf que ça va pas se passer du tout comme ils le pensent. C'est des gosses qui ont vu trop les autres. Et moi je me suis fait avoir, c'est-à-dire que je croyais vraiment qu'ils étaient morts. J'étais là mais c'est sûr qu'ils sont morts, c'est sûr en fait la mère elle s'est pas suicidée, elle a buté absolument tout le monde, nanana. Non, c'était pas ça. Hein. La belle-mère, je me serais comportée exactement pareil. Sauf le moment où elle a commencé à tuer son mec et là où elle a pu comprendre qu'il était vraiment mort et que peut-être s'il revenait pas à la vie, c'est qu'en fait ils étaient vraiment pas morts. Vraiment des trucs de gueudin aussi, les gamins, genre ils enlèvent ses médicaments parce qu'elle doit sûrement avoir... Enfin, elle a un problème mental, on sait pas ce que c'est, elle a des crises de panique, de l'anxiété énorme parce qu'elle venait d'une secte et tout. Et les gosses enlèvent ça en sachant qu'en plus elle vient d'une secte et qu'elle a vécu des choses qui étaient vraiment pas cool. Qu'elle a retrouvé les corps de la moitié des gens de sa famille, de la secte, enfin genre, et ils font semblant d'être morts et après ils se disent mais pourquoi t'es devenue folle? Mais vous avez tué son chien! Il est vraiment bien fait, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de plans, surtout au début, un peu à la Hereditary et à Midsommar, que j'aime beaucoup, des travelling très lents et qui mettent une atmosphère hyper forte dans la chose. Il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir des jumpscares, je vais pas mentir. Ça aurait pas fait de mal au film, ça fait pas de mal de pas en avoir, ça fait pas de mal s'ils en avaient mis 1 ou 2, je m'y attendais, mais qu'il y en ait pas ou qu'il y en ait, je pense que ça aurait pas altéré le film. Sinon j'ai énormément aimé, ouais les plans sont encore hyper bien faits, genre dans le chalet ils sont filmés dans des plans très larges en fait, mais dans des salles, ouais, des pièces qui sont vraiment hyper étroites. Donc il y a tout un côté où ça nous donne vraiment l'impression de ne plus du tout vivre dans le même espace-temps qu'eux. Il y a un décalage qui est énorme parce que c'est comme si nous on les voyait de haut en fait et qu'on sait plus vraiment qui ils sont. J'ai été agréablement surprise. On va passer enfin aux séries. J'en ai vu 2. Il y en a une, je vais passer dessus hyper rapidement. C'est The Alienist. C'est une série qui est tirée de livres. Première saison. J'ai adoré pour l'enquête. L'enquête est dinguissime. C'est donc les prémices de l'entrée de la médecine psychologique dans la police. Comment est-ce qu'on peut faire donc un profilage. Les personnages, on commence à s'y attacher, mais il y a quand même toujours un moment un peu de recul et tout. Il y a des moments où il y a des personnages, je les déteste. Mais à la fin de la saison, on commence à vraiment à s'y attacher, à se dire mais qu'est-ce qui va se passer pour tout ça. Et la deuxième saison, au final, je l'ai plus regardée pour les personnages. L'enquête policière, j'ai trouvé nulle. Elle a fait vraiment le code de l'enquête policière, c'est-à-dire que on voit la personne qui tue dans les 2 ou 3 premiers épisodes. Par contre les personnages ils ont été développés beaucoup mieux, on est super triste, Sarah et l'autre là je sais même pas son nom, je m'en fous, j'aime que Sarah. Et la deuxième série que j'ai regardée et que j'ai trouvé absolument catastrophique, c'est 25. Alors j'ai regardé parce que je me suis dit déjà de 1, c'est mon âge. Et puis le synopsis c'était oui Jérémy se fait larguer par sa meuf, et puis il s'aperçoit que lui et ses potes ils ont rien fait de vraiment concret et que leur vie c'est un peu de la merde. Jérémy t'es un con, je t'aime pas. Je sais qu'en plus le pire c'est que l'acteur qui joue Jérémy c'est la personne qui a écrit la série. Je sais pas si c'était fait exprès de détester Jérémy. Si c'est fait exprès, c'est hyper bien fait. Parce qu'on le hait et que cette fin est pourrave.
Vraiment, j'ai détesté cette fin, je me suis dit mais tout ça pour ça? Genre vraiment, j'étais énervée de la fin. Par contre, merci à Alexandre et à Jonas, qui sont deux personnages dans la série, je connais pas le nom des acteurs, qui eux par contre sont absolument splendides, ils sont bien écrits, ils sont hyper attachants. J'ai Alexandre, je l'aime d'amour parce que il y a des trucs, je suis bête, je suis encore jeune tout en étant vieille soi-disant, parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu une youtubeuse dire ouais, oh là là mon dieu 26 ans, je vais être vieille. Salut. Donc Alexandre, c'est vraiment les questions que moi je me pose. Donc des questions un peu genre entre 20, 25 ans, même 25 ans, 30 ans, parce qu'on est un peu bête encore. À un moment, il va à la banque, parce qu'il veut monter sa propre boîte, et il dit « Donc je veux de l'argent !» Et le banquier lui dit « Bah non, on peut pas vous donner de l'argent, vous avez pas de revenus. » Mais je veux de l'argent et moi je vais faire mon revenu par rapport à si vous me donnez de l'argent parce que je vais créer ma boîte et quand je vais créer ma boîte je vais avoir de l'argent. Oui mais on peut pas. Donc il y a toujours ce truc là, j'ai énormément aimé parce qu'il est totalement perdu, il habite chez ses parents mais il essaie d'habiter chez sa meuf puis sa meuf elle a un enfant, enfin genre c'est hyper intéressant, il est hyper attachant, il est toujours là pour ses amis en plus, il se prend pas la tête. Lui c'est vraiment, alors Jérémy aussi hein. Les trois, Jonas, Alexandre et Jérémy, sont le cliché de ce qu'il peut avoir à 25 ans. Il y en a un autre, lui par contre, il enchaîne CDI, mariage et enfant. On passe, Alexandre, c'est un super personnage, et on passe à celui que j'aime d'amour, c'est Jonas, qui est super bien écrit. Il se cherche un peu encore le garçon, et il est hyper mystérieux, même nous on comprend pas, pendant super longtemps on comprend pas ce qu'il fout dans un appartement qui est aussi grand, aussi bien placé, aussi beau. Alors que le gars il mange des McDo. Il a pas de vie, il travaille pas, il fait sa life. Au départ, je le trouvais un peu naze ce gars-là, je comprenais pas ce qu'il foutait là. À un moment quand il se révèle enfin, et qu'il est avec son copain, à un moment il lui dit non mais vas-y, dis-moi quitter, dis quelque chose parce que sinon moi je me casse, j'arrête de te voir et tout, je peux plus. Et il lui dit, je sais même pas qui je suis parce que j'aime les choses pour faire plaisir aux gens. Moi je me suis reconnue là-dedans parce que je suis comme ça. Je fais en fait plaisir aux gens par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je dis, j'essaie du moins. Il y a un moment où j'ai un peu pété les plombs, mais ça se passe d'ailleurs là chez Jonas à la fin de la série. Il y a ce côté là où on est perdu et pour ne pas être perdu on préfère se fier aux autres plutôt que de vivre dans une errance et croire qu'on va avoir plus mal dans cette errance plutôt que dans les choses qu'on se force à aimer pour faire plaisir aux gens. Donc Jonas merci. Par contre Jérémy, va mourir, pars. Pardon, je suis énervée parce que cette série, je l'ai vraiment aimée pour ces deux acteurs et Jérémy m'a cassé la tête. On reste sur ça. Je vais aller me démaquiller, pleurer un petit coup, me mettre destination finale, monter ça. Et puis, d'ailleurs, je vous invite à liker, à vous abonner aussi à mon Instagram que je mettrai en description. Et je vous embrasse, je vous fais des bisous, passez de bonnes fêtes. On se revoit de toute manière sûrement entre, si je décède pas, entre de ce mal de ventre. Mais j'ai mes amis les Doliprane ici, donc ça va aller je pense normalement. Bisous. Ah et allez streamer à mort Johanna et Lelo, faites pas chier. Très important, très important.